dirais que le travail est en train de changer, que le travail est en train de changer. Voilà, est-ce que les gens se mettent aujourd'hui auto-entrepreneurs parce que il y a de telles contraintes que c'est même plus un choix. Voilà, aujourd'hui les contraintes sociales font que faut être un peu fêlé pour vouloir embaucher. Hein. Faut avoir un optimisme. Voilà. J'ai eu l'occasion, j'avais été invité un jour à un dîner chez Christine Lagarde, et puis il y avait une nouvelle contrainte qui était tombée, gouvernement de droite hein, à l'époque, une nouvelle contrainte. Et j'avais eu l'occasion de dire à Christine Lagarde, heureusement que les jeunes de 25 ans, 30 ans ne savent pas les contraintes que l'administration nous file, sinon ils n'entreprendraient pas. Mais ça continue. Aujourd'hui, par bonheur, l'être humain a sa dose d'optimisme. Voilà. Mais voilà, par bonheur, il y a suffisamment encore de gens fêlés pour entreprendre. Donc moi, j'ai eu la chance d'avoir un différend avec mon père, qui vit toujours, et vraiment... Mais à ce moment-là, on a eu un différend qui a fait que j'ai monté ma première entreprise tout seul. Il m'a dit, oh, bah, attends, débrouille-toi, moi ton entreprise, j'y crois pas. C'était son droit. C'est le meilleur service qu'il m'ait jamais rendu. Hein. C'est le meilleur service qu'il m'ait jamais rendu. On était en mai 81, enfin avril-mai 81. Vous n'étiez pas nés les uns et les autres. Eh bien, les bons bourgeois pensaient que les chars allaient arriver dans Paris. Quand on allait voir un banquier, c'est une bonne idée, mais je préférais que vous alliez voir mon collègue. Bon, j'ai trouvé un banquier un peu joueur qui a permis de me financer à 17,65% quand même de taux d'intérêt. C'était un autre temps. Donc il fallait que je sois fêlé. Je n'étais pas raisonnable. Tous les conseils autour de moi, et les conseils autour de moi, c'était les conseils de mon père. Moi, je n'avais pas l'autonomie. Il a fallu une forme de coup d'État pour que je trouve mon autonomie. Donc je souhaite qu'il y ait toujours autant de fêlés dans votre génération qui dit, mais voilà, je crois à mon business. Voilà, je ne rêve pas. Je sais qu'il va falloir beaucoup bosser. Je dis, c'est par bonheur dans la nature humaine. Donc, c'est vrai qu'on ne facilite pas l'entreprise, mais il y aura encore beaucoup de contraintes. Il y aurait toujours des jeunes fêlés qui entreprendraient, heureusement. Question typiquement française. Il n'y a qu'un Français pour poser une question comme ça. C'est pas le rôle de l'État. Il n'arrête pas de le faire, mais ce n'est pas le rôle de l'État que l'État déjà supprime toutes les contraintes à l'entrée. Enfin, on est dans un monde totalement socialisé. Et puis encore plus, hein, quand je vois aujourd'hui les jeunes qui vont défiler dans la rue, bientôt ils vont défiler dans la rue pour que l'État gère leur convention obsèque. Avant même de rentrer au boulot, ils sont dans la rue. Je veux dire que on est dans un état dans un état d'esprit même français qui est complètement socialisé. Toutes les réformes depuis 68, j'avais 20 ans, hein, même pas. Enfin, depuis 68, je dirais, on est gouverné par l'UNEF. Tout le monde s'accorde à dire qu'en 86, la loi de Vaquet sur l'enseignement supérieur était une bonne loi. On a à Saint-Malo d'ailleurs un résiduel
de 86, l'élu au Parlement européen. Voilà. Ces gens-là, on les retrouve tous après dans des postes politiques qui ne servent pas à grand-chose, du reste. Mais donc 86, échec de la loi de Vaquet. 98, sur les réformes sur les retraites, les micros se tendent vers des gens qui sont sous la pluie, contents de faire 12 km à l'aller, 12 km au retour sur la pluie. Donc les micros se tendent où ils ont envie de se tendre. 2006, le CPE, qui était là aussi, je crois que c'est Moscovici qui à ce moment-là dit « Oh là, ça ne doit pas être très difficile de mettre les jeunes dans la rue ». C'était pas très... Et là, actuellement, je veux dire qu'on crée tous les freins pour que la France s'appauvrisse. Ce week-end, le débat était de dire si en réalité la France avait reculé à la 6e place mondiale ou à la 9e place mondiale. Tout ça, c'est le fruit des errements de l'éducation nationale, tenus par l'UNEF. Aujourd'hui, ce n'est pas Tirole, prix Nobel de l'économie que vous entendez dans les radios, c'est un jeune mec de 17 ans qui fait des lois, qui gouverne. On est à l'envers, quoi. On est à l'envers. Voilà, votre génération devrait être dans la rue pour gueuler après ma génération et celle d'au-dessus. On a bénéficié de tout. De la sécurité du travail, de la liberté sexuelle. On a bénéficié. Mais c'est vous qui payez et vous ne dites rien. Mais vous devriez gueuler après les gens de plus de 60 ans. Vous vous trompez de combat, là. On a tout pris. Ma génération a tout pris. Et c'est vous qui allez payer. C'est tromper de combat, les gars, les filles. Attendez, les 68 arts, ils vous ont tout confisqué. Et il y a une forme... je crois à Saint-Malo, il y a un jeune communiste. Il doit être intelligent, ce garçon. Ça doit être un leader. Pour 18 ans, je ne le connais pas, je ne connais pas son nom et tout. Mais il doit être intelligent, ce garçon. Communiste, aujourd'hui. Au nom du communisme, le chiffre médian, c'est 80 millions de morts. Et il y a encore du romantisme autour de ça. Je ne sais pas... Je suis pas contre l'ultralibéralisme, mais communiste. Comment on peut être communiste? C'est juste du romantisme. Moi, ma génération, c'est les gardes rouges, les machins comme ça. Que j'étais à la fac à Rennes, il y avait le romantisme du maoïsme. C'était un monde merveilleux. C'est ce qu'on dit quand on a 20 ans et qu'on n'est pas de gauche et qu'on n'a pas de cœur. Vous connaissez ça? Quand on a 40 et qu'on est encore de gauche, c'est qu'on n'a pas de tête. Si, au contraire. Simplement, il faut passer la rébellion là où elle doit être. Et pas la rébellion, je veux dire, la conséquence, c'est pas du tout négatif, c'est un constat. Mais rester comme ça, on va continuer à régresser. Mais je dis, ma génération a bénéficié de tout. Démerdez-vous. Arrêtez d'en appeler à... Démerdez-vous. On est sans cesse vous avez de moins en moins de réelle protection et vous en réclamez et le mouvement est extrêmement pervers. Et on va pouvoir continuer à en discuter, mais le mouvement vous précarise au lieu de vous sécuriser, alors vous réclamez de la sécurité. Pas comme ça, certainement pas comme ça. Voilà, dans cette entreprise, on n'a pas assez d'étrangers. C'est fluide, il y a des gens dont on se sépare, qui rentrent, dont on se sépare.
Un Français, se séparer d'un Français, c'est compliqué. C'est compliqué, voilà, c'est compliqué. Si c'est un étranger, beaucoup moins compliqué. Et en général, l'étranger, vous le retrouvez dans les 3 mois, il a retrouvé un boulot sans l'ombre d'un problème. Le Français, pendant qu'il peut être, tout le temps qu'il peut être au chômage, il est au chômage. J'ai des exemples. Hein. On a sorti un jeune, enfin, plus russe que français, il y a 1 an, dans les 2 mois. Voilà, il a eu ses indemnités. Enfin, dans les 2 mois, il avait un boulot. On a sorti un Colombien, germano-colombien. 1 mois après, il y avait du boulot. C'est la vie de l'entreprise, hein. Il y a des gens qui rentrent. Un Français va pousser le chômage jusqu'au maximum. Et c'est un constat. Hein. Vive la liberté, chacun fait ce qu'il veut. C'est quand même un état d'esprit. C'est pas forcément lié aux nouvelles technologies. C'est comment, effectivement, que des gens puissent s'enrichir par eux-mêmes. Alors, l'auto-entrepreneuriat manque souvent peut-être un peu d'ambition, mais qu'est-ce qui se passe dans le groupe Beaumanoir aujourd'hui par rapport à ça? Le groupe Beaumanoir, je l'ai longtemps qualifié d'entreprise de service au service de commerçants indépendants. On mettait toutes les technologies, hein, informatique, logistique, achat. Aujourd'hui, je modifie un petit peu mon appréciation des choses. Il faut continuer à offrir du service aux commerçants qui nous font confiance. Mais dans ce monde qui change, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. On continuera à réussir, non pas avec des rentiers, mais toujours avec des gens pauvres, qui ont envie de s'enrichir. Aujourd'hui, faire un magasin, même dans les petites villes, ça coûte très très cher. Un banquier, par définition aussi, n'est pas là pour prendre de risques. Un banquier est un commerçant qui vous prête de l'argent avec un maximum de sécurité. C'est son métier. Il ne faut surtout pas croire la publicité ancienne, le bon sens près de chez vous, conjuguant nos talents. Voilà, ça c'est véritablement des conneries. On ne peut pas leur reprocher. Ils sont là, leur métier c'est de prêter de l'argent et que ça leur apporte. Quelquefois ils en perdent, mais le but d'un banquier, en aucun cas, c'est de perdre de l'argent. J'ai connu des périodes extrêmement difficiles dans ma vie, et au-dessus de ma porte de mon bureau, vous ne pourrez pas le lire parce que c'est à l'écriture invisible, c'est à l'écriture sympathique, c'est écrit « Un banquier n'est pas là pour te rendre service ». Jamais. Toutefois, il faut bien que les gens qui veulent créer leur entreprise, je veux dire, il faut leur donner des moyens technologiques, informatiques, achats et tout. Aujourd'hui, ils ne peuvent plus acheter leur magasin et ils ne peuvent plus l'aménager. Tu dois savoir ce que ça t'a coûté à refaire ton magasin. Voilà, donc aujourd'hui, on cherche des formules qui ont trait un petit peu à l'ubérisation, c'est-à-dire on va offrir tous ces services-là aux commerçants, mais on va aller plus loin, on va lui construire son magasin. Et on va lui filer donc une commission, ça existe déjà, hein, j'invente rien. Sauf que maintenant il faut, dans le gros Beaumanoir, compte tenu des magasins qui coûtent de plus en plus cher, et il faut trouver des gens de plus en plus dynamiques et tout, pour les gens de ma génération qui se sont enrichis, c'est fini. Ils ne peuvent plus se remettre en cause. Donc
On est plus qu'en train d'étudier, on est en train de mettre en place des contrats avec des gens qui vont être quelque part auto-entrepreneurs, mais qui ne vont pas avoir la charge de l'achat du fonds de commerce, de l'aménagement du magasin. Ils vont avoir à gérer leur boutique. Comme un chauffeur Uber gère ses clients. Tout l'amont, c'est Uber qui fournit les systèmes d'information et tout ça. Et là, actuellement, on y court. Après, à moi de savoir d'abord toucher les jeunes qui ont suffisamment la niaque pour ça, mais ils ne vont pas travailler 35 heures, ceux-là. Comme un chauffeur Uber ne travaille pas 35 heures, ou il a un métier à côté, mais il gère son temps comme il veut. S'il gère mal son temps, ça ne va pas le faire longtemps. Non, faut gérer le problème que ce type-là n'a pas les moyens d'emprunter à la banque, que la banque n'est pas faite pour ça, mais que les échanges entre les gens, qu'on appelle le commerce, ils continuent le commerce. Voilà, on aura toujours... l'homme est irrationnel. Sinon, on roulerait tous en... Quelle est la voiture la moins chère du marché, Dacia Si on était tous rationnels, voilà, on serait tous en costume Mao et en Lada. Par bonheur, on a notre capacité de rêve. Tout ça, c'est notre capacité à rêver les choses et de se voir la propre image que nous avons de nous-mêmes. C'est le rêve, c'est irrationnel. On veut nous mettre dans une rationalité. On veut nos politiques, nos communistes, puisqu'il en reste, veulent nous mettre dans une rationalité qui n'est simplement pas humaine. On veut nous interdire de rêver. Aujourd'hui, la société actuelle veut tellement nous mettre dans des cases, veut nous interdire de rêver. On n'empêchera pas l'être humain de rêver, d'avoir une image de lui-même il n'y a rien de pire que celui qui n'a pas d'ego, qui a une image tellement négative de lui-même, qu'il est suicidé, qui fait chier tout le monde. On ne souhaite pas ce monde-là, non? Donc, pour ce qui me concerne, et par rapport au groupe Beaumanoir, les technologies ne suffisent pas. Nous devons monter l'image de nos marques, alors que nous étions beaucoup partis, je dirais, sur un concept de distributeur pur et dur. Je vais être le moins cher, je vais être le moins cher, il y aura encore moins cher. On trouvera toujours moins cher. On trouvera toujours moins cher. Donc aujourd'hui, on doit valoriser nos marques, plus qu'on ne l'a fait valoriser nos clients. Un client doit être quelque part fier de sortir avec un sac de chez nous. On n'est pas Dior, on n'est pas Prada, mais on n'est pas Primark, qui est la négation même de l'image qu'on souhaite avoir de soi. Donc il y a un avenir pour moi, oui, avec le minimum de technologie, le minimum ou le maximum d'indépendance par rapport aux banques. Voilà, technologie, indépendance et valorisation de nos marques. Tout ça, ça peut s'appliquer à n'importe quel secteur de l'économie. Sauf que si on parle de l'agriculture, d'abord, on s'est fait bouffer quand même un petit peu par les Allemands, voilà, qui ont eu moins d'état d'âme que nous.
L'agriculture, le problème, c'est que quels que soient les... De mon point de vue, alors je parle devant un spécialiste, je peux me faire renvoyer dans mes 22, hein, mais personne ne gagne de l'argent dans l'agriculture. L'agriculteur qui fait du moins, voilà, qui paye pour travailler, le transformateur, dont les marges sont extrêmement courtes, le transformateur et le distributeur, qui est, selon le concept de un îlot de perte dans un océan de profit, lui aussi, il ne gagne pas d'argent, parce que dès lors qu'il veut se mettre une petite marge, son concurrent va proclamer partout qu'il est largement le moins cher. Et comme on est dans la culture de la perte et du moins cher, je dirais que le distributeur au final, quelle que soit la marque, l'enseigne et tout, s'il n'est pas moins cher que son concurrent à 5 km, il est mort. Donc, on est plutôt dans une démarche de refonte complètement de... Il ne s'agit pas d'accuser un tel. L'agriculteur perd 100, le transformateur gagne 1, et le distributeur, il gagne 1. C'est-à-dire rien, pas de quoi de payer du personne. Personne ne gagne. C'est structurellement un modèle perdant. Donc, toute la stratégie là-dessus de valorisation de... Quand je parle de mes jeunes cadres en Chine, qui achètent sur smartphone, ne veulent pas acheter des produits chinois parce qu'elles achètent des produits chers. Je suis étonné du fric qu'elles mettent, souvent des filles, c'est pour ça que je dis elles, du fric, comme dire, voilà, la notion de marque et de provenance, de label, a pris une telle importance dans un pays où la sécurité alimentaire était nulle. Il y a des scandales en Chine permanents. Les filles, elles veulent pas acheter chez les Chinoises. Elles ont une telle méfiance de l'industrie alimentaire et de l'agriculture chinoise qu'elles achètent cher. Et là, pour le coup, le développement des marques, des labels, a toute leur importance.